pouvoirs législatifs sont soudés. Ils sont soudés l'un à l'autre. Hein. Et ça ne tient pas à la Ve République. En Allemagne, en Italie, en Espagne, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sont soudés. C'est-à-dire, celui qui gagne les élections, le parti ou la coalition qui gagne les élections, gagne le pouvoir de faire la loi législative et de la mettre en œuvre, exécutive, mais inversement. Par conséquent, ce n'est pas dans l'Assemblée nationale, dans le Parlement, qu'il faut trouver les contre-pouvoirs. On n'a plus de contre-pouvoirs. Il faut donc aujourd'hui imaginer ce que Montesquieu a fait en 1756, je crois, c'est-à-dire imaginer des institutions qui permettent de faire équilibre au bloc législatif-exécutif. Alors, quelles sont ces institutions? Quelles sont ces institutions? Il y a la presse, assurer dans la Constitution le principe de l'indépendance, du pluralisme et de la liberté de la presse, ne pas haïr les médias et ceux qui les animent, par exemple. C'est le principe de l'indépendance de la justice comme contre-pouvoir, donc une réforme profonde du Conseil supérieur de la magistrature. Certains savent peut-être ici que je suis, moi, pour la suppression du ministère de la Justice. Mais bon, je développerai, si vous voulez, cette élucubration, mais restons calmes. Une réforme du Conseil supérieur de la magistrature permettant d'assurer l'indépendance de la justice, c'est-à-dire que ça ne soit plus le ministère de la justice qui soit le maître de la formation des magistrats, qui soit le maître de la nomination des magistrats, notamment du parquet, et qui soit maître de la discipline des magistrats du parquet, me paraît être un élément, justement, qui va mettre en avant un contre-pouvoir. Je parlerai évidemment, simplement rapidement, du Conseil constitutionnel. Il faut enfin supprimer les membres de droit, les anciens présidents de la République, comme membres de droit du Conseil constitutionnel, et faire en sorte qu'on ne puisse plus passer, que le matin, ce soit plus possible que le matin on soit ministre des Affaires étrangères et le soir président du Conseil constitutionnel. Il y a un truc là qui pose problème au niveau de la séparation des pouvoirs et de l'exercice des contre-pouvoirs. Donc, une des raisons de la crise, c'est le déséquilibre. Comment remédier à ce déséquilibre et donc essayer de sortir de la crise? Bien sûr, peut-être améliorer le Parlement, mais dans toutes les démocraties, il y a ce bloc exécutif-législatif. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher les instruments d'un rééquilibrage des pouvoirs et par conséquent d'une liberté politique. Et puis, dernier point, si j'ai un peu de temps, le dernier point, c'est l'oubli. Alors, l'oubli, c'est le citoyen. L'oubli, c'est le citoyen. Le citoyen reste aux portes de la sphère de production des politiques publiques. Le citoyen reste aux portes de la production, du domaine de production des lois, des normes. Hein. Et tous nos systèmes politiques reposent sur l'unidimensionnalité de la figure du citoyen. Le citoyen est électeur. On n'a pas bougé depuis Montesquieu. Hein. Un citoyen n'est bon qu'à élire son représentant. Mais après, il faut surtout qu'il ne s'occupe pas des affaires publiques, qu'il s'occupe de ses affaires à lui, mais qu'il ne s'occupe pas des affaires publiques, ça c'est trop sérieux, c'est des représentants qui doivent. Et là, si vous voulez, ça me paraît être cet oubli du citoyen dans la Constitution, cet oubli du citoyen dans la production des politiques publiques, me paraît, vous le rappeliez, vous le disiez, dans les micro-trottoirs, me paraît un élément important. Alors, évidemment, on va fêter les 50 ans de mai 68, c'est ça. Bon, on retrouvait presque élection piège-à-con. Élection piège-à-con. Oui, élection piège-à-con. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, je crois, et aussi on le montre, je crois que vous le montrez dans certains sondages, c'est que vous avez aujourd'hui des électeurs qui s'abstiennent, qui ne votent pas, mais qui se considèrent comme étant
citoyens, dans la mesure où ils sont engagés dans des conseils de quartier, dans des associations, parents d'élèves, dans des luttes locales contre ceci ou cela, qui sont lanceurs d'alerte, etc. Autrement dit, on a une réflexion à avoir, et ça tient, et ça fait un lien avec ce que j'ai dit sur le deuxième point. L'élection n'est plus le seul instrument par lequel se réalise, disons, l'espoir démocratique, l'idéal démocratique. Ça passe par d'autres instruments. Et je crois que s'il y a une révolution constitutionnelle à faire, c'est moins de réfléchir sur un peu plus de pouvoir au Premier ministre, un peu moins au Président, un peu moins au Sénat, un peu plus à l'Assemblée, un peu moins. Si on fait ça, on va redistribuer le pouvoir à ceux qui l'ont déjà. Bon, alors on aura peut-être amélioré un peu les choses, mais on n'aura pas fait une révolution. Je crois que si on veut penser la révolution, c'est qu'il faut transformer le citoyen, j'emploie un vocabulaire de Badinter, de mineur constitutionnel, qu'il est actuellement, à majeur constitutionnel. C'est-à-dire d'en faire un acteur de la production des politiques publiques. Vous avez distribué la Déclaration des droits de l'homme de 1789. C'est très bien. Mais vous avez oublié de mettre le préambule des articles. Et c'est terrible parce qu'on le fait très souvent, ça, c'est oublié. Or, c'est-à-dire, le préambule, c'est les 10 petites lignes où les types de 89 disent « Voilà pourquoi on énumère les droits de l'homme. » Voilà pourquoi on énumère les droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'ils disent? On énumère les droits de l'homme afin, premièrement, de permettre aux citoyens de comparer, relisez-le, parce que c'est pas écrit, mais de comparer ce qui est écrit dans la déclaration et ce que font l'exécutif et le législatif, premièrement, et deuxièmement, afin de permettre aux citoyens de réclamer contre les représentants le maintien de la Constitution, c'est-à-dire des droits fondamentaux. Autrement dit, une Constitution repose sur, à mon avis, 2 piliers. La représentation, qui me paraît nécessaire au fonctionnement démocratique, je ne suis pas partisan de la démocratie directe, la représentation, qui me paraît un moment nécessaire à la construction démocratique, et puis la réclamation, c'est-à-dire le pouvoir pour les citoyens d'intervenir, de contrôler ce que Alain appelait le citoyen vigilant. Le citoyen vigilant, alors ce citoyen vigilant, aujourd'hui, il n'a pas d'instrument, il n'a pas d'outil pour intervenir. C'est comme, si vous voulez, si on dit qu'il y a le corps des représentants, donc les parlementaires, les sénateurs, etc., les députés, il y a le corps des représentants. Ce corps s'exprime par un organe qui est la voix. Les parlementaires parlent, la voix. Et il y a le corps des représentés, nous. Et l'organe des représentés, c'est l'œil, le regard, le contrôle, pour comparer. Et si vous ne donnez pas aux citoyens des instruments leur permettant de voir, évidemment les citoyens sont aveugles, et la démocratie est illibérale ou autoritaire. C'est pour ça qu'en Hongrie, dans tous ces pays, on supprime la liberté de la presse, on supprime, etc. Donc, il faut donner révolution, il faut donner aux citoyens les instruments leur permettant d'exercer cette vigilance. Par exemple, mettre dans la Constitution le statut constitutionnel d'un lanceur d'alerte civique, mettre dans la Constitution le droit de pétition et transformer le Conseil économique et social en une autre assemblée avec des citoyens tirés au sort, et cette assemblée aurait pour rôle de recevoir les pétitions, de faire rapport sur les pétitions et d'obliger l'Assemblée nationale et le Sénat à étudier les pétitions, ce qui donnerait aux citoyens un pouvoir d'initiative parlementaire. Bref, il faut imaginer les institutions permettant aux citoyens de rentrer dans le processus de production des politiques publiques, car c'est par eux que se comblera le déséquilibre institutionnel et que l'équivoque institutionnel sera, espérons-le, levé.
vous avez parlé de la révolution de 1789, ça tombe bien, puisqu'avec Stéphanie Rosa, vous êtes docteur en philosophie et chargée de recherche au CNRS. Nous allons jeter un regard dans le rétroviseur, puisque vous allez nous parler de la Constitution de 1793, celle du 6 Messidor en 1, et selon vous, bien plus démocratique que celle de la Ve République, et même la plus démocratique jamais écrite, qui peut être source d'inspiration pour des projets futurs, même si cette Constitution n'a jamais été appliquée. Vous m'entendez ? Merci pour l'invitation. Je suis moi aussi très contente d'être parmi vous cet après-midi. Je voudrais juste introduire mon propos par quelques petites réserves que j'ai par rapport à ce qui a été dit au tout début de l'après-midi, enfin pas l'intervention d'Eliane Assassi, mais ensuite. Parce qu'à gauche, on aime bien, je suis une femme de gauche, hein, mais on aime bien dire que en fait, la crise démocratique, c'est les gens ils s'abstiennent parce qu'ils n'ont plus confiance. Enfin, je vous ferai quand même observer que quand les gens vont voter, c'est pas comme s'ils votaient à gauche, quoi. Hein. Et ça, on a moins envie de l'entendre, mais c'est quand même vrai. Les dernières élections présidentielles, c'était les élections, justement, on l'a tous souligné, où les gens vont voter. Alors, je ferai observer que c'est quand même une façon de valider le présidentialisme, quand même. C'est-à-dire que cette élection mobilise les gens beaucoup plus que les autres. Et d'autre part, aux dernières élections présidentielles, la gauche, toute la gauche, Mélenchon, Hamon, la gauche toute mouillée, c'est moins de 30% de l'électorat. À une élection où on a tous été votés, ou presque, quoi. La catastrophe italienne à laquelle on assiste hier, c'est une élection, certes l'abstention a été importante, mais beaucoup moins qu'aux élections précédentes. Il y a eu une hausse de 13% de la participation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Italiens ne sont pas déplacés pour aller voter à gauche. Hein. Donc, bon, je ne veux pas jeter un froid, mais quand même, il y a un problème. Il y a un problème que j'assume en tant que femme de gauche, mais il y a quand même un problème qu'il faut regarder en face. Donc, il me semble que, j'introduirai par là, et je pense que la crise démocratique, certes, il y a une perte de confiance envers la représentation politique en général, il y a un sentiment d'impuissance populaire, c'est certain, et le micro-trottoir le fait apparaître. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que plutôt que d'intervenir, alors à l'échelle locale c'est vrai, on peut nuancer, mais plutôt que d'intervenir à l'échelle nationale sur le plan politique, le peuple effectivement soit il s'abstient effectivement dans beaucoup d'élections, soit il intervient en cherchant, là on l'a vu en tout cas pour l'Italie, c'est particulièrement frappant si on prend le score du mouvement 5 étoiles, à dégager les détenteurs du pouvoir. Il y a des gens qui disent beaucoup de bien du dégagisme. Moi, je suis quand même plus sceptique parce que ce dégagisme, c'est on sort les sortants, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on attend quelque chose de précis et qu'on fait particulièrement confiance à ceux dont on se sert pour dégager les autres. Donc, il y a un problème, non seulement effectivement de perte de confiance, etc., mais aussi d'absence de perspective crédible. Et ça, il faut tous qu'on en ait conscience, il me semble. Alors certes, pour ce qui est de la France, les institutions de la Ve République sont verrouillées. Il y a le présidentialisme dont on a parlé et qu'on a nuancé il y a un instant. J'ai trouvé très intéressant votre intervention. Mais enfin, quand même, c'est vrai que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que les élections présidentielles polarisent la vie politique et du coup donnent l'impression aux gens réels, à juste ou à pas juste raison, mais qu'entre les élections présidentielles, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ça, c'est un fait de la vie politique française qui est problématique. Il y a le scrutin majoritaire à toutes les élections qui fait que, par exemple, pour les chambres, les deux chambres, et notamment pour les élections législatives, il n'y a pas de proportionnel, donc ça désavantage les partis minoritaires. Et de fait, effectivement, à part à l'élection présidentielle, on en arrive, paradoxalement, dans un certain nombre d'élections, à une forme de retour du suffrage censitaire, non pas parce qu'on interdit aux gens de voter, mais parce que, de fait, les classes populaires, effectivement, laissent leur droit de vote à d'autres, et laissent d'autres, du coup, décider à leur place. Alors, tout ça pour introduire le fait que je voudrais mettre en parallèle et en contraste cette situation de démobilisation populaire quand même massive à l'égard du politique et les origines de notre République française, la première République, donc celle de 1792, qui s'était donné, je vais essayer de l'expliquer, les institutions en effet les plus démocratiques jamais votées dans l'histoire de France, je le maintiens, et je vais essayer d'expliquer pourquoi et dans quel contexte
en espérant que ça nous donnera peut-être quelques pistes pour l'avenir. Donc, je voudrais rappeler, bien que c'est quelque chose qui soit assez bien connu, que la République française, c'est un résultat direct de l'intervention populaire, puisque le contexte de l'été 1792, c'est le contexte d'une guerre de la France en révolution contre l'ensemble des monarchies européennes coalisées contre elle. La patrie est en danger, elle a été déclarée en danger à partir de juillet 92, et le duc de Brunswick, en fait, qui est un des chefs de la coalition contre la France, a menacé Paris de destruction totale mi-juillet. Donc le 10 août 1792, la population, le peuple sans culotte envahit les Tuileries. Il y a un assaut qui dure une journée entière, qui est très meurtrier, et à l'issue de cette journée, le peuple fait prisonnier le roi et sa famille, le conduit sous escorte à l'Assemblée nationale et oblige, vraiment sous menace des baïonnettes, les députés à prononcer la déchéance du roi. Et c'est à ce moment-là que de nouvelles élections sont convoquées pour écrire la première constitution républicaine de l'histoire de France. Donc c'est la Convention nationale qui est élue à l'automne 1792, au suffrage universel masculin. C'est la première fois que le suffrage universel est appliqué en France. Et la République, elle est proclamée au lendemain de la victoire de Valmy. Donc c'est une victoire militaire, mais qui peut être considérée à bien des égards comme une victoire populaire, puisque l'armée révolutionnaire, c'est l'armée des fédérés, c'est l'armée des sans-culottes, quoi. Voilà, et d'autre part, donc les montagnards, Robespierre, Saint-Just et d'autres, prennent l'ascendant sur la Convention à l'issue de la longue période du procès du roi, qui finit, comme vous le savez, par sa condamnation à mort. Et les montagnards prennent l'ascendant parce que, contrairement aux autres députés, ils font le choix politique extrêmement audacieux d'assumer le choix de l'insurrection populaire. C'est-à-dire que Saint-Just et Robespierre se font remarquer à ce moment-là parce qu'ils valident, enfin ils disent que non seulement la Convention doit condamner le roi à mort, mais qu'il n'y a même pas de discussion en réalité à avoir sur ce point, puisque mettre cette question en litige, ce serait mettre l'insurrection populaire en litige. Et que donc il faut se solidariser de l'insurrection populaire du 10 août. Donc la République française, elle est fondée sur deux choses, quand même. Premièrement, sur la victoire sur le despotisme qui est remportée par une insurrection, il faut quand même le rappeler. Et deuxièmement, elle est fondée sur un pacte scellé entre le peuple et ses représentants dans le sein de l'Assemblée nationale, de la Convention nationale. La Constitution 93, donc, est votée au mois de juin de la même année. Il me semble, moi aussi je vais y aller de ma petite critique, que c'était plutôt celle qui aurait dû figurer sur sur ce très joli facsimilé, pour les raisons suivantes. Elle porte la marque des revendications populaires au moins à 3 niveaux. Je vais rappeler 3 articles importants qui ne figurent pas évidemment dans celle de 1789. L'article 21, je vous le lis parce que disons que c'est vraiment un des fondements, on va dire, même de la politique des gauches depuis la Révolution. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Donc cette Constitution 93, elle proclame le droit au travail, c'est la première, en fait. Et elle proclame aussi le droit à l'assistance publique pour les vieillards, les malades, les femmes enceintes, etc. Deuxième article important, l'article 25, la souveraineté réside dans le peuple, elle est inaliénable, c'est un héritage rousseauiste, mais c'est quand même une proclamation extrêmement importante. Et je vais vous montrer dans un instant comment cette souveraineté du peuple, elle se retrouve dans les dispositions de la Constitution elle-même. Et puis, article 35, le droit à l'insurrection est proclamé. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est le plus indispensable des droits et le plus sacré des devoirs. Je cite de mémoire. Donc, ça aussi, c'est un article qui porte directement la marque de la mobilisation des sans-culottes révolutionnaires du peuple. Dans la Constitution, la souveraineté populaire, elle est mise directement en application. Je rebondis sur ce que disait Dominique Rousseau à l'instant, sur la nécessité de l'implication citoyenne, y compris dans la formation du législatif, dans la formation des lois.
Dans la Constitution de 93, ce sont les assemblées primaires, c'est-à-dire les assemblées des citoyens, des hommes, hein, des citoyens dans chaque département, qui doivent élire leurs députés tous les ans. Donc tous les ans, le député il revient dans ses électeurs. Et ils ont un droit de contrôle et de révocation. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque année, si le député n'a pas rempli son mandat, si les citoyens ne sont pas contents de lui, ils ont le droit de le révoquer et d'en choisir un nouveau. Et par ailleurs, deuxième chose, les lois sont bien évidemment votées par l'Assemblée nationale, mais elles ne passent que si les assemblées primaires ne s'y opposent pas. C'est-à-dire que si la moitié des assemblées primaires plus une s'oppose à une loi votée par l'Assemblée, c'est les assemblées primaires qui ont le dernier mot et la loi elle est retoquée. Voilà. Donc, il me semble que ça donne des idées éventuellement pour d'éventuelles révisions ou révolutions constitutionnelles. Et donc cette constitution, elle a été votée par la Convention nationale le 24 juin 1793. Alors, elle n'a jamais été appliquée, puisque au moment où on la vote, la situation de la France révolutionnaire est catastrophique. Hein, les armées royalistes, encore une fois, sont rentrées à l'intérieur des frontières de la France à plein d'endroits. Il y a l'insurrection vendéenne, il y a des insurrections fédéralistes dans le sud, etc. Et donc, la République est dans un tel état de danger que les députés montagnards décident de proclamer le fameux gouvernement révolutionnaire, c'est celui qui va appliquer la terreur, hein. Et donc ils décident que ce gouvernement révolutionnaire aura les pleins pouvoirs, enfin en fait c'est l'Assemblée et dont les comités exécutifs sont issus qui aura les pleins pouvoirs jusqu'à la paix. Et évidemment, cette constitution ne sera jamais appliquée puisque Robespierre va être renversé avec ses principaux soutiens, comme vous le savez, je pense, en juillet 1994. Et les députés des assemblées successives vont s'empresser de remplacer cette constitution de 1993 par une autre, beaucoup moins démocratique, qui rétablit notamment le suffrage censitaire. Cela dit, je pense qu'on n'est pas là pour discuter de la terreur et de sa justification ou pas, mais je veux quand même juste rappeler que la terreur dont on a beaucoup parlé, c'est un moment, bien sûr, de répression politique, c'est une évidence, mais c'est une répression politique qui est impensable sans le soutien actif des sections sans culottes parisiennes, des comités sans culottes dans toute la France. Donc c'est une période de répression politique qui a le soutien de la fraction révolutionnaire du peuple, hein, d'une part, et d'autre part, que cette terreur, elle est c'est pas seulement une terreur politique, c'est aussi une terreur économique contre les accapareurs. Il y a des détachements armés qui sont envoyés pour faire des réquisitions de grains pour les emmener dans des greniers publics et pour vendre le pain, la farine et des produits de première nécessité à des prix plafonnés. Donc la terreur, c'est aussi une période, et ça on le dit beaucoup moins, mais c'est aussi une période, c'est la période de l'histoire de France où pour la première fois le gouvernement prend directement des mesures sociales, hein, qui visent à éviter au peuple de mourir de faim, et notamment évidemment aux soldats, aux armées, mais aussi aux sans-culottes dans les villes, etc. Donc, pour en revenir à notre sujet et à 2018, donc, quand on parle de la crise de la démocratie, il me semble qu'il faut voir évidemment ces aspects institutionnels. Hein. Je viens de rappeler que on peut imaginer des dispositifs institutionnels, alors ceux que vous aviez évoqués, mais je pense que on peut aussi s'inspirer en partie de ceux de la Constitution de 93 pour trouver des dispositifs institutionnels qui soient plus démocratiques et qui du coup permettent une intervention citoyenne directe dans l'élaboration des lois, dans la politique dans la politique d'État telle qu'elle se fait, et pas seulement à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale. Ça passe aussi, bien sûr, par une démocratisation qui ne doit pas s'arrêter, à mon sens, aux portes de l'entreprise. C'est aussi l'entreprise, c'est aussi les lieux de travail qu'on pourrait imaginer de démocratiser pour donner aussi le sentiment et même la conviction aux gens qui peuvent, à la population, qu'elle peut intervenir, y compris dans ses conditions de vie concrètes, au travail, etc.
Mais je pense que cette nécessaire démocratisation des institutions et cette réflexion nécessaire n'est pas suffisante. Je pense qu'il faut aussi réfléchir sur des mécanismes, me semble-t-il, plus insidieux et plus difficiles peut-être à déconstruire, mais néanmoins nécessaires, disons, de désincitation, de démobilisation du peuple, qui ont lieu, bien sûr, par le biais du politique. On donne l'impression aux gens par plein d'aspects qu'on ne respecte pas les décisions qu'ils émettent par référendum, etc. Mais il y a aussi d'autres formes de procédés démobilisateurs et qui sont dans la société, qui sont hors du politique. Et je pense qu'il faut réfléchir, dans le cadre même d'une révolution, disons, constitutionnelle ou plus largement politique, aux mécanismes d'aliénation consumériste, par exemple, qui sont une force importante de démobilisation, aux nouvelles technologies. Il me semble qu'il y a une insuffisante réflexion en politique à gauche. Les nouvelles technologies, on a quand même le sentiment dans les discours de la plupart des politiques que c'est juste merveilleux, que ça va juste nous rendre tous plus connectés, etc. Moi, j'ai un peu envie de dire que c'est aussi des technologies abrutissantes, aliénantes, qui portent atteinte directement à un mécanisme de réflexion, etc., de mémorisation. Et les réseaux sociaux, dont là aussi on dit grand bien, tous les politiques disent qu'il faut s'en emparer, etc. Mais c'est aussi des formes d'appauvrissement du débat public, d'hystérisation de la plupart des débats. C'est inférieur à ce qu'on peut avoir comme qualité de débat quand on se retrouve en vis-à-vis. Et donc je pense que de la part de la gauche en général, il serait bon aussi de réfléchir à toutes ces questions-là. Je ne prétends pas apporter mes solutions clés en main, mais je pense que la révolution constitutionnelle me paraît nécessaire, mais pas suffisante. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.